voulais accueillir aussi chaleureusement Dominique de Villepin. Dominique de Villepin pour son dernier ouvrage, Essai poétique, Hôtel de l'insomnie, chez Plomb. Dominique de Villepin, à quelques mois après, j'aurais été tenu, comme citoyen français, de vous accueillir en vous donnant du Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier ministre. Dieu merci, vous avez peut-être provisoirement posé vos valises d'hommes d'État pour écrire. Notre but ici, c'est 20-25 minutes pour faire découvrir l'homme que vous êtes, parce que je crois que c'est une première pour la FNAC de vous recevoir ce soir. Découvrir le poète, découvrir l'artiste, découvrir peut-être le petit garçon que vous allez rechercher dans cet exil intérieur. En 3 mots, vous êtes l'héritier d'une longue série d'hommes d'État qui se sont adonnés à des défaites. Si on pense au maire de Bordeaux, je pense à Montaigne, évidemment. On pense à Saint-Jean-Père pour les poètes, on pense à André Malraux, on pense à tous ces gens qui ont tôt ou tard quitté la scène politique et ont réfléchi. Mais vous avez réfléchi, vous, d'une manière particulière. On va déjà parler du titre et de l'insomnie, puisque vos réflexions sont nocturnes ou sont entre 2 états que sont la nuit, le jour, l'action, l'inaction ou la pensée. Pourquoi ce titre poétique, s'il en est? Parce que dans la vie d'Hôtel Matignon, qui est une vie très agitée, avec beaucoup d'entrées et de sorties, c'est un peu comme au théâtre. Il y a en permanence beaucoup de passages, en permanence beaucoup d'allées et venues. Le meilleur moment, c'est celui où la nuit étant tombée et avançant un peu profondément dans la nuit, le téléphone s'arrête de sonner et on peut tout simplement humer le parfum de cet hôtel où beaucoup d'ombres sont passées, beaucoup d'ombres restent vivantes, et en particulier celle du général de Gaulle qui a dirigé là le gouvernement provisoire de la France au lendemain de la guerre, mais aussi beaucoup d'images. Et j'ai comparé dans l'ouvrage cet hôtel à l'hôtel Pimaudan où était Baudelaire, où il y avait aussi beaucoup d'ombres qui l'accompagnaient, Hippolyte Babou, Privat d'Anglemont. Et j'aime ces moments charnières entre la nuit et le jour. Plus on avance dans la nuit, plus on monte vers le petit matin, parce qu'il y a une pesanteur différente. Le pouvoir, pour moi, c'est d'abord un sentiment presque physique. On a un poids qui pèse très très lourd, qui est l'angoisse de ne pas bien faire. Évidemment, quand on voit les hommes politiques à la télévision, on n'imagine pas la charge qui est celle de la responsabilité. On imagine qu'ils vont d'un endroit à l'autre, portés dans des grandes limousines, et que tout est simple et facile, mais l'angoisse de ne pas bien faire est très très présente dans les allées du pouvoir, parce que dans le fond, on se pose beaucoup plus de questions que l'on a de réponses. Et bien la littérature, c'est un peu pareil, c'est pas tout à fait les mêmes questions, mais il y a aussi cette angoisse d'aller jusqu'au bout de son chemin, d'où l'idée de croiser les regards, de croiser les expériences et de faire appel à des gens qui ont été beaucoup plus loin que moi dans l'expérience de la vie, de l'histoire, de la souffrance, et peut-être aussi de donner la parole à ceux qui ont buté sur des impasses, ceux qui ont dû creuser en eux pour trouver des réponses. C'est pour cela que je fais une part si importante à des écrivains comme Paul Celan, comme Primo Levi, comme Ingeborg Bachmann, des écrivains aussi comme Mahmoud Darwish, comme Adonis, ceux qui sont sur des terres martyrisées, ceux qui ont dû inventer un chemin qui n'existait pas. Je pense à Nazım Hikmet, le Turc, je pense à Mandelstam. Et il y a derrière le livre, pour ceux qui aiment la poésie et la littérature, il y a quelque chose qui m'a donné beaucoup de plaisir. C'est d'essayer de remonter dans le compagnonnage des écrivains et des poètes. Mandelstam a accompagné Paul Celan dans sa quête, dans le voyage d'hiver qui était le sien, le voyage de souffrance qui était le sien, de la même façon que François Villon était constamment présent dans le voyage de Paul Celan. Paul Celan a une très belle phrase qui résume assez bien le vertige à l'envers qui est le nôtre. Il dit « Jadis, il y avait une hauteur », ce qui, pour Paul Celan, parlant de François Villon, ne manque pas d'ironie, puisque la hauteur dont parle Paul Celan, en évoquant François Villon, c'est la hauteur du pendu, c'est la hauteur de la corde qui vous soutient, mais qui vous donne aussi cette capacité à mesurer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Or, dans une vie, et peut-être plus encore dans une vie de pouvoir, dans un lieu de pouvoir, l'angoisse, c'est de ne pas discerner ce qui est important et ce qui ne l'est pas, les gens qui sont importants et les gens qui ne le sont pas, les événements qui sont importants et les événements qui ne le sont pas. Donc, la poésie, elle vous oblige à bien regarder la tension de la corde, à vérifier si ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous dites est important, et à bien placer votre confiance. Et encore un mot sur Paul Celan. Paul Celan, qui dans le désespoir qui était le sien, attachait une importance très forte au regard.
et il évoquait le regard de la pierre dans ce magnifique poème qui est Confiance. Et dans ce regard de la pierre, il évoque l'importance du cil. Il n'y a pas 2 cils, 3 cils, il y a un cil qui est planté dans la roche, mais qui est la marque de l'espoir, la marque de l'humanité, l'image d'un retour possible de cette humanité alors que tout est perdu, que la barbarie a tout gagné, et il parle de cet acier du non pleuré, toutes ces larmes qui ne viendront pas, toute cette douleur qui ne s'exprimera pas, toute cette souffrance qui ne trouvera pas de chemin. Et la poésie, c'est dans le fond cette blessure si singulière qui donne naissance à la vie, qui est un motif d'espoir, parce que de la blessure naît quelque chose d'autre, de plus grand, qui va nourrir l'esprit humain. Donc il faut maintenir cette blessure vivante sans gratter ses plaies à l'image de celui qui voudrait singer la souffrance humaine, mais au contraire laisser cette blessure parler, naître, enfanter, donner de nouvelles naissances, rentrer dans le cycle des naissances. Adonis le dit merveilleusement quand il ne tourne pas le dos à la mort, mais il est confiant au contraire dans la capacité de la mort de porter quelque chose de nouveau. Adonis, qui a choisi son prénom, il s'appelle Ali Esber de son vrai nom, mais qui a choisi ce prénom à 17 ans, merveilleux poète arabe issu d'un petit village, Kassibine, en Syrie, tout près de Latakié. Il choisit ce prénom parce que c'est celui du Dieu de la mort et de la résurrection, d'un Dieu païen, lui qui est si conscient de la souffrance qui naît des monothéismes, de cet esprit d'absolu qui porte au combat, de cet esprit d'absolu qui porte au rejet de l'autre. Donc il défend l'idée de la pluralité dans un recueil extraordinaire qu'il faut acheter, qui est Niyar, les chants de Niyar Damascène, et il a une partie de son recueil qui s'appelle Singulier, mais dans la traduction française, Singulier est écrit avec un S, et dans l'expression arabe, c'est singulier en forme de pluriel. Chacun d'entre nous ici est singulier, chacun d'entre nous est unique. Mais chacun d'entre nous n'existe que dans la pluralité des voix que nous choisissons, donc nous sommes singuliers en forme de pluriel, et je pense que c'est le plus bel hommage que l'on peut faire à la vie, c'est de montrer qu'il y a plusieurs voix, plusieurs paroles possibles, plusieurs chemins possibles, chacun est unique, mais chacun doit laisser un espace à l'autre. C'est pour ça que je me tais pour vous laisser la parole. Nous avons déjà considérablement avancé dans l'œuvre. Est-ce qu'à l'instar de Saint John Perse, dans la conclusion de son discours de Suède, vous avez conscience, en écrivant ce livre, que le prétexte pour le poète est peut-être la mauvaise conscience de son temps? Vous avez traversé une France dans votre mandat de Premier ministre difficile, une France compliquée, des Français pas contents, un chahut politique. Vous avez dû vous taire et agir. On lit entre les lignes un certain nombre de choses. Quel plaisir vous faites-vous à répondre à la France, à répondre à vos lecteurs, à ceux qui vous ont suivis, lorsque, sans accrocher personne, on comprend très bien ce que vous pensez de la France comme un illustre prédécesseur, la France ingouvernable, les Français pas faciles. Oui, là encore, pays singulier, je le dis souvent, la France a un privilège, c'est d'avoir fait une révolution et de ne jamais l'avoir terminée. C'est une chance, parce que ça montre qu'il y a toujours un espoir possible et qu'on peut imaginer d'autres détours à la vie. Vous savez, le détour est très important en poésie. Et c'est très important dans la vie, parce que c'est toujours en se détournant de son chemin qu'on a une chance de laisser une place au hasard et à la rencontre. Donc il ne faut jamais se contenter de son itinéraire quotidien et toujours essayer d'inventer un petit détour imaginaire qui fera tout à coup place à un hasard et place à quelque chose de neuf. L'écart, le détour, c'est tout l'art de la poésie. La ligne droite ne fait pas partie du programme des poètes. Et d'ailleurs ne fait pas non plus partie, j'ai eu l'occasion de le dire à la tribune des Nations Unies, du programme de la paix. Les raccourcis sont très trompeurs. C'est vrai dans la vie, c'est vrai dans l'histoire des peuples et c'est vrai en matière littéraire. Il faut être capable de faire l'école buissonnière, ce que j'aime à appeler, comme en Deschartres, les chemins muletiers. Toujours suivre la mule. Elle a plus de savoir et elle a plus d'humanité parfois que bien des vivants. Mais il n'y a pas dans ce livre ce qu'on aurait peut-être pour certains voulu y lire, certains critiques ou certains politiques. Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de rancune. D'abord parce que ce livre existe et je pense que j'aurais pu ressentir la rancune ou l'amertume si je ne l'avais pas écrit et c'est bien pour cela que j'ai écrit. Je pense que l'écriture, c'est le meilleur véridoire possible. C'est là où, comme il y avait dans les salons dans l'Ouest américain, il y a bien des années, il y avait des crachoirs. Il faut accepter que ce qui ne va pas
puisse s'exprimer quelque part. Alors on peut en faire des cocottes en papier, on peut en faire des pages d'écriture, on peut en faire